Salut, c'est Isoni sur Fantasia Geek. Après la sortie des 4 premiers épisodes de cette saison 2 des Anneaux de Pouvoir, on va analyser un petit peu tout ça, mais déjà, la première chose que l'on peut dire d'un avis général, c'est que cette saison 2, malgré qu'elle contient encore quelques défauts, elle est quand même beaucoup mieux que cette saison 1. Voilà, donc déjà, sincèrement, je suis vraiment content, j'avais quand même peur que ça reste un petit peu comme cette saison 1 et que je sois relativement déçu. Mais bon, dans l'ensemble, pour l'instant, après ces 4 premiers épisodes, même si voilà, il n'y a pas beaucoup d'action, ça fait quand même plaisir. Il y a beaucoup de scènes qui sont très bien réalisées et on va voir ça tout de suite. Bon, tout d'abord, l'épisode 1. Personnellement, je pense que parmi les 4 premiers épisodes qui sont sortis, c'est mon épisode favori. Déjà, on va démarrer la scène d'introduction avec le petit flashback sur Sauron. Voilà, franchement, j'ai vraiment trouvé ça top. La réalisation, elle était vraiment bien faite. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur ça? Du coup, voilà, le petit flashback quand déjà c'est un autre acteur donc, qui joue Sauron, qui se retrouve du coup après la défaite de Morgoth dans la forteresse dans le nord de la Terre du Milieu, où on y voit tous les orques qui sont rassemblés, Sauron qui, voilà, par la suite logique des choses, veut prendre, on va dire, le gouvernement du coup des troupes, de toutes les troupes, et avec Adar donc, qui se trouve à ses côtés. Et sincèrement, voilà, la scène où tous les orques commencent à dire, en gros, Hadar, voilà un petit peu, que Sauron, voilà, on sent qu'il est vraiment surpuissant. Il arrive, voilà, il fracasse quelques orques, voilà, qui sont pas trop contents. Voilà, on sent que Sauron il est au-dessus, quoi. Voilà, on sent que c'est un dieu, ça se voit et ça envoie. L'acteur joue vraiment très bien. Voilà, la scène du sacre où Hadar est censé lui poser la couronne et qu'en fait, au dernier moment, qui se retourne contre lui et entre guillemets envers ses enfants, qui ne sont pas vraiment ses enfants, mais les autres orques. Voilà, c'était vraiment très bien fait. Tous les orques du coup après qui arrivent et qui plantent Sauron avec leurs épées, avec leurs dagues, leurs couteaux, franchement très bien faites. Ça fait forcément penser du coup à la chute de César dans l'Empire romain, voilà, qui se fait trahir, qui se fait poignarder. Franchement, vraiment super bien réalisé. Donc déjà, voilà, la saison 2 elle démarre avec cette scène-là. Déjà, vraiment masterclass. C'était vraiment kiffant. C'est voilà, on voit son sang du coup qui coule et qui ruisselle et qui ensuite arrive à prendre une sorte d'apparence un petit peu organique. Ça fait un petit peu penser aux symbiotes dans les Marvel, même si c'est un univers totalement différent. Ça fait un petit peu penser du coup aux symbiotes genre Venom et donc à sa manière de se déplacer ou quoi. Voilà, on sent que il y a encore de l'énergie mais qu'il a du mal entre guillemets à vivre et qu'il ne peut pas avoir d'apparence. Et du coup, on suit du coup cette partie organique petit à petit se nourrir d'insectes, etc. Puis enfin d'un humain. Et ceci, ça permet de le faire grandir. Donc on sent que voilà, son apparence physique, elle a besoin d'énergie pour pouvoir prendre une apparence humaine. Et donc c'est après du coup que lorsqu'il a tué donc un être humain donc dans la carriole, où l'on remarque que voilà, le personnage qui sort de cette carriole, c'est Halbrand. Donc là, il y a la petite continuité qui est faite jusqu'à donc la scène où il retrouve Galadriel sur le bateau, jusqu'à la fin où ce dernier du coup retourne à Eregion afin de retrouver Celebrimbor. Donc scène d'introduction vraiment très stylée. Après cet épisode-là, bon, il y a une petite partie donc sur l'étranger, donc lui voilà, il suit toujours un peu la même intrigue, même si j'ai l'impression que ça avance un peu plus vite quand même. Voilà, ils ont fait quand même un bon saut dans le temps, parce que franchement dans cette saison 1, on se faisait quand même relativement chier. Donc là voilà, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait aller un petit peu plus vite, du coup c'est ce qu'ils font. Donc voilà, l'étranger, lui, donc il est toujours à la recherche de sa destinée avec les étoiles. Et il recherche aussi un bâton. Voilà, il peut voir des visions où il recherche un bâton. Et le bâton fait forcément penser, quand on le regarde, au bâton de Gandalf. Donc est-ce encore un signe que ce dernier est Gandalf? On ne sait toujours pas. Gandalf, un mage bleu, la question se pose toujours. La partie du coup avec Elrond. Donc Elrond, lui, qui prend l'anneau de Galadriel, qui décide de s'enfuir, et du coup avec l'anneau parce qu'il est persuadé que ce dernier est contrôlé indirectement par Sauron. Gil-galad, Galadriel ne sont pas d'accord mais ils s'enfuient et ils décident d'aller retrouver Círdan. Et franchement le design de Círdan, vraiment top. Voilà, on sent que c'est un elfe, ça fait des siècles et des siècles qu'il est en Terre du Milieu, parce qu'il est arrivé quasiment au tout début. Donc sincèrement,
vraiment, vraiment super bien. Avec ce qu'Elrond lui dit, décide éventuellement d'aller détruire l'anneau. Malheureusement, pour Elrond, du moins, il ne le fera pas, parce qu'il sentira qu'en fait, que voilà, dans ces anneaux-là, il n'y a pas forcément, on va dire, le côté corrompu qui aurait pu être par Sauron, mais qu'au contraire, ces derniers seront plutôt bénéfiques à leur survie à eux, à leur espèce, donc aux Eldar. Et du coup, Elrond, voilà, il sera un peu dégoûté, mais bon, je pense que ce sera pour le meilleur. Ensuite, on va retourner du coup à Sauron Halbrand. Du coup, ce dernier, donc comme on a vu à la fin de la saison 1, il arrive au niveau du Mordor, au niveau de là où du coup le volcan avait fait éruption. Et donc il se fait capturer du coup par des hommes du sud du coup qui ont prêté allégeance à Adar et par du coup les orques qui sont sous l'allégeance d'Adar. Et donc ce dernier se rend en tant que roi des terres du sud, voilà, et qui dit qu'il connaît des informations sur Sauron. Et Adar, sachant qu'il est persuadé qu'il a tué Sauron, il comprend pas trop. Du coup, ils le font prisonnier. Il se fait torturer, mais voilà, bon, il parle pas trop. Il parvient un peu à manipuler Hadar et même les autres. Et il y a une scène vraiment, donc je suis quand même content. Je suis quand même très content de ça parce que c'est un petit peu fidèle au livre, où ils ont réussi à montrer que Sauron, du coup, c'est un peu le maître des loups et des loups-garous. Parce que quand il y a le Warg qui arrive en face de lui, un peu pour lui faire peur ou quoi, voilà, Sauron, sous l'apparence d'Albrand, bien sûr, lui parle du coup en langue noire. Et entre guillemets, il dit à ce dernier calme-toi, hein, c'est moi le patron, toi tu m'obéis, et tu feras un truc plus tard quand je te le dirai. Donc ce dernier, il parvient un petit peu à manipuler Hadar, à lui faire comprendre que Sauron est revenu, voilà, qu'il doit se rendre au pays des elfes. Bon, c'est un petit peu facile scénaristiquement, hein, mais bon, voilà, il lui fait comprendre qu'il doit retourner voir les elfes et qu'il lui donnera des informations pour lui dire exactement où elles seront, pour qu'il puisse vraiment le tuer. Donc Hadar va le laisser partir, mais il va quand même le faire suivre, voilà, pour s'assurer un petit peu une couverture, parce qu'il sait pas trop vraiment si c'est, enfin, il sait pas trop si c'est vrai ou pas, donc voilà, bon, il va quand même le laisser partir. Et donc il y a forcément la scène du coup avec le vieil homme qui a prêté allégeance du coup à Hadar et qui est un petit peu un de ses bras droits, hein, qui le suit un petit peu partout, et qui va se faire tuer par le Warg. Et du coup on comprend que c'est Sauron, vu qu'il avait dit sous forme d'Albrand qu'il le retrouverait lui et qu'il le tuerait. Mais en fait, il le tue du coup à distance. Et donc ça, j'ai plutôt bien aimé. Et il y a également la scène où, juste avant de partir pour rejoindre les Rayons, Halbrand doit prêter allégeance à Hadar avant de partir, voilà, comme ce qu'ont fait tous les autres orques, ou ce qu'ont fait tous les hommes des Terres du Sud qui ont prêté allégeance à Hadar. Et là, on voit vraiment le jeu d'acteur. Et vraiment, franchement, l'acteur, chapeau à lui, parce que je trouve qu'il joue vraiment bien le côté un peu machiavélique, un petit peu comment dire, manipulateur. Voilà, franchement, il joue vraiment, vraiment bien. Et il prête allégeance à Hadar sans dire son nom, mais on comprend que en fait, il se prête plutôt allégeance à lui. Et on sent qu'il y a une colère, une haine en lui, et qu'il va y avoir une sorte de retournement de situation, sûrement plus tard dans cette saison, qui risque d'être assez violent et qui risque vraiment d'envoyer du lourd. Donc franchement, cet épisode 1, j'ai vraiment kiffé. Ensuite, on va voir du coup les 3 prochains autres épisodes. Bon, cet épisode 2, globalement, il est quand même moins bon que le premier. Il reste quand même sympathique à regarder, mais il est bien moins intéressant. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'un point de vue par rapport à Galadriel? Donc, on peut voir elle que son intrigue, elle avance un petit peu quand même. On peut voir qu'avec son anneau, elle commence à avoir des visions. Donc ça fait forcément penser à Galadriel dans le Seigneur des Anneaux lorsqu'elle montre à Frodon au niveau de la fontaine dans Lothlórien voilà la vision qu'elle a de son esprit si Sauron entre guillemets gagne la guerre et qu'il reprend son anneau, ce qui pourrait se passer. Donc voilà, on constate que depuis qu'elle a l'anneau, ce dernier, on va dire, soit lui confère de nouveaux pouvoirs, soit lui éveille des pouvoirs qu'elle aurait en elle. Donc voilà, ça c'est, on va dire, c'est un petit peu le commencement de l'évolution de Galadriel. Ensuite, voilà, il y a une petite scène à Rune où voilà, on découvre le mage sombre. Donc qui est-ce que c'est? Est-ce que c'est Saruman? Est-ce que c'est un mage bleu et que du coup l'étranger et lui seraient les deux mages bleus? On ne sait pas. Personnellement, je ne pense pas que ce soit Saruman quand même. Je pense que c'est plus un mage bleu. Voilà, donc la scène d'introduction un petit peu classique, simple.
On retrouve les papillons avec les trois prêtresses là qu'on avait vu dans la saison 1. Voilà, c'est quand même plutôt bien fait. On sent qu'il est puissant, à voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, mais c'est vraiment une scène assez classique où en fait il dit à d'autres personnes, voilà, des humains qui vivent là-bas, entre guillemets, de retrouver l'étranger avant, entre guillemets, qu'il puisse contrôler ses pouvoirs et qu'il devienne trop puissant. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Petite introduction simple, classique, mais voilà, sans plus quoi. Après ça, on a des petites scènes du coup dans la Moria à Khazad-dûm. Voilà, donc bon, il y a toujours la dispute entre Durin 3 et Durin 4. Bon, c'est bien, voilà, le côté où ça montre un petit peu la fierté des nains, leur tempérament, tout ça, voilà, c'est cool, mais franchement, c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu long. On comprend, avec l'éruption du volcan qu'il y a eu donc en Mordor, ça a fait trembler la terre. Ce tremblement de terre, entre guillemets, a fait s'effondrer un petit peu une partie de la mine de la Moria Khazad-dûm. Et du coup, ça a cassé le mécanisme qui permettait d'avoir de la lumière à l'intérieur. Donc forcément, plus de lumière, qui dit plus d'agriculture, donc des problèmes de provision, tout ça pour les nains. Voilà, bon, c'est un petit peu intéressant, mais bon, c'est quand même assez long. Franchement, pas grand-chose à dire. Voilà, là, comment elle s'appelle déjà la femme de Durin 3, elle essaye avec ses pouvoirs, un petit peu avec la chanson des nains, de pouvoir refaire bouger la pierre pour avoir de la lumière et de l'ouverture. Ça fonctionne pas. On sent que c'est un petit peu la galère, mais bon, franchement, c'est un peu mou, c'est un peu long. Alors, on comprend qu'avec le volcan, la terre allait trembler. Bah, c'était une partie pas faux folle, quoi. Il y a une petite partie où on retrouve Círdan. Bon, voilà, il est en train de se raser. Personnellement, je préférais son style avec la barbe. Ça faisait vraiment, ça faisait vraiment le côté, je suis un elfe, voilà. Ça fait longtemps que je suis en terre du milieu. Voilà, j'ai ma petite barbe qui a poussé, ça fait un petit peu plus ancien tout ça. Et puis voilà, il se rase, on sait pas pourquoi. Forcément, il fait beaucoup plus jeune sans la barbe. Mais je trouvais que le style avec la barbe lui allait mieux. Bon, après, c'est qu'un détail physique, hein. Je trouvais que ça lui allait mieux. Et puis voilà, il y a la petite scène où il montre à Elrond un petit peu les pouvoirs de l'anneau, de son anneau qu'il a, donc Nenya, l'anneau de feu. Et la scène est quand même plutôt bien faite. Et voilà, il essaye de montrer à Elrond que ces anneaux-là, voilà, ils ont du pouvoir, mais que c'est quand même un pouvoir qui est plutôt bon, et que du coup, il va falloir apprendre entre guillemets à les contrôler, à s'en servir, et que ce sera bénéfique pour le futur. Après ça, on a du coup, on retrouve l'étranger, donc l'étranger, voilà, bon, qui poursuit sa route avec les deux hobbits, parce que oui, la meilleure amie de la pied velue, elle est revenue. Et donc on constate que voilà, ils cherchent de l'eau, un petit peu de nourriture, ils trouvent un puits, ils y vont, sauf qu'en fait les hommes qui ont été envoyés par le magicien sombre, ils arrivent, ils les traquent un peu, l'étranger utilise son pouvoir pour les sauver, donc c'est vraiment très très bien fait, on sent que voilà, lui, il contrôle toujours pas ses pouvoirs, il sait pas vraiment qui il est, il sait pas trop un petit peu son destin, ce qu'il doit faire, mais voilà, la scène où il crée la tornade, vraiment très très bien faite, donc forcément les hommes qui étaient venus, entre guillemets, pour les traquer et les ramener au magicien sombre, bah, ils y arriveront pas. Et voilà, en fait, par contre, voilà, il crée tellement une grosse tornade que forcément, bah, les pieds velus, les deux pieds velus, elles se font aspirer, entre guillemets, bah, ils sont séparés. Mais cette scène-là, vraiment, vraiment bien faite. Voilà, c'est une petite scène d'action un petit peu dans cet épisode qui est quand même relativement faible. Mais franchement, plutôt cool. C'était plutôt cool, plutôt bien amené. Et voilà, on verra ce que ça donne par la suite, un petit peu leur intrigue à eux. Vu que maintenant ils sont séparés, ils vont peut-être avoir deux petites intrigues un petit peu différentes. Halbrand qui retourne, qui est déjà en Eregion afin de retrouver Celebrimbor, sauf que ce dernier ne veut pas lui parler. Voilà, au dernier moment, il y va, il y retourne, ils ont une conversation. Voilà, Halbrand qui parvient facilement, on va dire, à le manipuler. Voilà, Halbrand, entre guillemets, Sauron, il parvient à le retourner ultra facilement. Donc c'est bien, ça montre le côté manipulateur de Sauron Halbrand. Mais voilà, c'est quand même vraiment, vraiment très très simple, hein. C'est très basique, c'est vraiment pas très compliqué pour lui, hein. Mais bon, voilà, ça passe quand même, c'est assez simple. Par contre, on se demande toujours comment ça se fait qu'Celebrimbor il est pas au courant. Et voilà, dans cet épisode, on comprend que les messagers ils se sont fait tuer, quoi. Voilà, bon, les messagers qui étaient censés envoyer le message à Celebrimbor pour leur dire qu'Halbrand c'était Sauron, malheureusement, quick, ils sont morts. C'est de la chance. Ou pur hasard, on ne sait pas. En tout cas, voilà, il y a une petite conversation, et puis il y a Halbrand, du coup, voilà, qui va montrer, entre guillemets, sa vraie apparence
à Celebrimbor, mais sa vraie apparence, pour Celebrimbor, ce n'est pas Sauron, c'est Anatar. Donc là, la scène est quand même vraiment, vraiment bien faite. Voilà, où il arrive, on dirait un dieu qui a été envoyé par les Valar. Donc franchement, Celebrimbor, lui, il voit ça, ouah, il est fou, quoi. Il se dit, les dieux m'ont envoyé un messager, un pourvoyeur de dons. Ouah, mon accomplissement va être éternel sur cette terre. Voilà, Celebrimbor, lui, il est refait. Ouais, il voit ça, l'autre, il va lui dire des trucs, il faut forger ça, il faut forger ça. Oui, 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 vous avez raison, quoi. Voilà, lui, Celebrimbor, il est tombé dans le panneau, vraiment, comme une huître, quoi. Mais bon, c'est un peu ce qui se passe dans les livres. Ils le font de manière accélérée. Peut-être que ça, il aurait fallu que ce soit un peu plus lent, voilà, pour que, je sais pas, pour que ça passe peut-être mieux. Ça passe quand même, voilà, c'est fait, c'est dit, c'est un petit peu fidèle au livre, donc ça fait plaisir. Par rapport ensuite à l'épisode 3, donc l'épisode 3, personnellement, c'est l'épisode que j'ai le moins aimé des 4. Ouais, bon, déjà, au début, on retrouve une scène qu'on voit dans la saison 1, où Elendil, il relâche voilà, le cheval d'Isildur. Bon, on sait très bien que le cheval d'Isildur, il va aller retrouver Isildur. Donc, il y a la petite scène où Isildur, du coup, il se retrouve dans une grotte, donc on comprend qu'en fait, il s'est fait prendre par Arachné, donc l'araignée, qui s'est fait ramener dans la grotte. Voilà, donc c'est forcément la scène qui fait un petit peu penser à la scène dans le Retour du Roi avec Frodon et Gollum. Bon, personnellement, je m'attendais à plus. Voilà, quand j'ai vu les bandes annonces, j'étais plutôt hypé. En fait, ce qu'on voit dans les bandes annonces, bah, c'est ce qu'on voit un petit peu dans cet épisode-là. Donc pas folichon, la scène est quand même plutôt bien faite. Mais voilà, ça dure pas très longtemps. Isildur qui parvient à s'échapper, bon voilà, c'était cool, mais bon voilà, sans plus. Franchement, pas folichon, quoi. Après ça, il y a la petite scène, voilà, donc on se retrouve à Numénor. On se retrouve dans un bar, et puis là, donc il y a Elpharazon qui est avec son fils, une autre personne assez populaire de la ville, et il y a la fille Earwen, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la fille d'Elendil et Arwen. En fait, ils conspirent entre eux, sauf qu'ils conspirent entre eux contre la reine Myriel. Il y a des gens autour, voilà, les mecs ils parlent ultra fort, tout le monde peut comprendre que voilà, ils veulent se rebeller. Je trouve que c'est un peu limite, ouais, surtout qu'en plus il y a entre guillemets le meilleur ami d'Isildur qui est là à côté, qui entend, qui met un petit coup de pression au fils d'Elpharazon, qui fait le costaud, mais bon, voilà, niveau testostérone, c'est pas trop ça. Du coup, il se détend un peu parce qu'il sait très bien que s'il prend une petite calotte, il va dodo pendant 2 jours, je pense. Mais ouais, franchement, la scène pas ouf. Bah, la fille d'Elendil, ouais, elle, on va dire qu'elle va pas trop du bon côté. Elle suit pas du tout son père. Voilà, niveau, je pense, honneur, loyauté, fierté, c'est pas du tout son père. Est-ce qu'elle va avoir une rédemption? Je sais pas trop. Mais voilà, elle va même balancer des informations à Elpharazon et à l'autre personne hautement placée. Je sais pas du tout comment il s'appelle, je me rappelle plus. Mais à l'autre personne hautement placée afin de pouvoir que ce soit Elpharazon qui soit nommé roi après le décès du coup du père de Myriel. On verra ce que ça donne. Cette scène, je l'ai trouvée moyenne. Voilà, niveau. Ils auraient pu essayer de faire un truc comme ça, mais plus dans un endroit où vraiment il n'y a personne, quoi. Là, le truc, c'est qu'ils font ça dans un bar. Tous ceux qui sont à côté, ils entendent. Bon, c'est pas fou, quoi. J'ai pas trouvé ça foufou. Ensuite, on retrouve Celebrimbor avec Anatar. Donc, eux, voilà, ils sont toujours dans leur projet de faire des anneaux, tout ça. Donc, Anatar qui parvient ultra facilement à continuer à manipuler Celebrimbor, lui, il tombe vraiment dans le panneau. Le seul truc qu'il veut, voilà, c'est prouver sa réussite entre guillemets et montrer ses créations comme son ancêtre Fëanor. Ce dernier reste dans la légende en fait. Bon, voilà, bon, les scènes sont moyennes, c'est quand même bien fait, hein, mais les scènes voilà, sont quand même très vite amenées. Donc ils invitent Durin 4 et sa femme. Donc, bon, le trajet est fait rapidement. Bon, ouais, on sent que les distances, c'est pas trop ça. Voilà, ça passe quand même relativement vite, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pour que le rythme il aille plus vite parce que c'est vrai que dans cette saison 1, le rythme était quand même très 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 lent. Là, voilà, bon, c'est une petite facilité scénaristique pour que ça aille plus vite, mais bon, voilà, franchement, ça choque pas. Et donc, en fait, ils font venir du coup Durin 3, Durin 4 avec sa femme, voilà, pour leur parler des anneaux et que voilà, ces anneaux-là pourraient donc sauver leur mine. Voilà, on comprend que ça fait partie du projet d'Anatar Sauron pour pouvoir créer les 7 anneaux des nains. Bon, classique, c'est quand même plutôt bien. Ensuite, on retrouve Isildur, du coup, qui après s'être échappé avec son cheval. Isildur qui tombe sur une petite charrette. Bon, voilà, il y a une dame qui est là. C'est un petit peu de transition. Puis un petit peu plus loin, il tombe sur un petit camp, voilà, où il y a un homme qui est allongé, qui fait un peu fatigué.
il y va. En fait, c'est des hommes de la Terre du Sud qui ont prêté allégeance un petit peu à Hadar. Du coup, forcément, voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste lui voler tout ce qu'il a. À ce moment-là, il y a Rondir, donc du coup, qui arrive. Scène toujours stylée. Franchement, lui, son rôle lui va très bien. Franchement, ces scènes, elles sont vraiment classe. Donc, vraiment, vraiment bien. Isildur et du coup, la dame avec qui il était, hop, ils le rejoignent. Ils vont dans le petit village Pelargir, je crois. Ils vont à Pelargir. Donc voilà, bon, petite scène simple. Voilà, enfin, il y a l'intrigue d'Isildur qui avance un petit peu. Voilà, donc c'est quand même plutôt stylé. Il y a potentiellement une petite histoire d'amour qui va naître avec la femme. Enfin, quand on retourne un petit peu à la Moria, voilà, donc Durincan va parler à son père, alors que voilà, il se boudait, il voulait plus du tout lui parler. Mais voilà, il va reparler à son père par rapport à l'anneau, voilà, donc ce que propose Celebrimbor. Alors, on sait que voilà, forcément, ils vont accepter, ils vont prendre l'anneau. Bon, petite scène de réconciliation, on va dire classique, voilà, simple, ça passe normal, quoi, le petit scénario un petit peu. Perso, Théo, lui, bon, il fait la gueule, il est pas content vers Arondir, bon, ok, sa mère elle est morte, désolé, même si bon, à la fin de la saison 1, on pensait qu'elle avait survécu, mais vu que l'actrice, voilà, pour des raisons personnelles, n'a pas voulu rejouer, bon voilà, ils l'ont fait mourir. Bon, ça passe plutôt bien, mais Théo, franchement, déjà dans cette saison 1, le mec, je le supportais pas. Oh là 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 là, lui, il est vraiment pénible, hein. Franchement, j'espère qu'il va avoir des moments un peu plus stylés après, parce que là, Théo, mon gars, va falloir se reprendre en main, hein. L'autre, il fait la gueule d'un coup, après il fait plus la gueule. C'est pas trop ce qu'il veut. Lui, il est en pleine crise d'adolescence, je pense. Alors qu'il prenne un bon petit café, ça ira mieux, hein. L'épisode, il se conclut par une scène. Ouais, franchement, là, la scène, elle était plutôt bien. La fin de l'épisode était quand même plutôt bien, j'ai bien aimé. C'est quand, du coup, il y a la scène du sacre de Myriel, du coup, qui est censée, du coup, devenir la nouvelle reine de Numénor. Sauf qu'on sent que, voilà, le peuple et tout est divisé. Il y en a une partie qui sont d'accord avec elle. Il y en a une partie qui, même si elle ne le dit pas au tout début de la scène, est du côté d'Elpharazon, donc son cousin. Et donc au moment où Myriel, voilà, demande s'il y a des personnes qui sont contre ou quoi, son accession au trône, s'il y a des personnes qui veulent se manifester. Et bien là, du coup, il y a Earienne, la fille d'Elendil, qui arrive avec le Palantir et qui dit que voilà, Myriel, elle se sert du Palantir pour les gouverner, donc ce qui est entre guillemets un cadeau des elfes, hein. Et du coup, voilà, vu que les hommes de Numénor, ils aiment plus trop les elfes, alors que bon, il faut quand même se rappeler que c'est quand même grâce aux elfes et entre guillemets aux dieux qu'ils ont leur île, hein, bah, il y a les hommes, voilà, qui vont dire, qui vont commencer à dire non, c'est pas possible, elle peut pas devenir notre reine. Là, il y a un aigle qui arrive. Donc généralement, quand il y a un aigle qui arrive, c'est ce qui explique dans l'épisode pour au nouveau roi et la nouvelle reine. C'est pour voilà, accueillir la nouvelle reine. Il y a Elpharazon qui va s'approcher de l'aigle. Et du coup, les gens vont scander son nom, Elpharazon, Elpharazon, Pharazon. Donc on comprend que c'est lui qui va devenir roi. Mais perso, on voit que l'aigle, c'est pas du tout ce qu'il avait prévu. On pense que l'aigle, il venait vraiment pour Myriel. Qui pensait que Myriel, ça ferait une bonne reine. Donc on sent forcément que vu que c'est Elpharazon qui du coup va devenir le nouveau roi, l'aigle, ça se voit qu'il est pas... Je sais pas, je trouve que ça se ressent dans la scène, l'aigle, il est pas content. Et on sent que ça annonce une chute. Il va y avoir une chute à Numénor qui arrivera. Et ce sera quelque chose de tragique. L'épisode se finit avec voilà, les nains qui arrivent en Eregion et donc la forge des anneaux des nains. Voilà, donc petite scène où on voit que Celebrimbor qui allait mettre du coup la dernière partie, on va dire, dans l'alliage pour pouvoir forger les anneaux, mais que au dernier moment, Anatar tend la main en mode ouais, tu sais, c'est moi qu'on a envoyé pour t'aider, hein, vas-y, donne-les-moi, c'est moi qui vais les rajouter. Et on comprend que voilà, quand il regarde le dernier objet avant de le faire tomber pour faire l'alliage, on sent que, voilà, qu'il apprenne une partie de magie dedans. Et on comprend que c'est à ce moment-là qu'il apprenne du coup un petit peu de son pouvoir sombre afin de pouvoir corrompre les anneaux par la suite. Cet épisode 4 qui est un peu mieux. Donc là, voilà, ça démarre avec une petite compagnie d'elfes, Elrond qui du coup est le dirigeant de la compagnie, Galadriel qui est seulement le lieutenant, ils sont 3 ou 4 autres elfes, et eux leur mission c'est d'aller en Eregion afin de prévenir Celebrimbor. Vu qu'ils n'ont toujours pas eu de retour, ils pensent que voilà, il y a un problème. Donc petite scène sympathique, voilà, Galadriel, bon,
qui a pas trop l'habitude d'être commandé, hein. De base c'est elle qui dirige, et que Elrond lui c'est tout le contraire, qui a un peu du mal à diriger. On sent que voilà, la relation de confiance elle commence à revenir, quoi. Vraiment une des parties, je pense, la plus intéressante de cet épisode 4, c'est du coup l'étranger, qui, bon, après la gigantesque tornade qu'il a fait dans l'épisode d'avant, qui lui se retrouve du coup, voilà, par pur hasard, qu'il arrive à retrouver un chemin, et ce chemin le mène à Tom Bombadil. Personnellement, super adaptation, l'acteur joue vraiment vraiment bien, j'ai été vraiment agréablement surpris du jeu d'acteur. Voilà, sa partie, on sent que Tom il parle toujours en énigme, que ce dernier il chante, il fredonne, tout ça, franchement super bien. On sent que c'est lui qui va entraîner l'étranger à la magie. On sent que voilà, il est ultra puissant, le mec on sent qu'il est connecté à la Terre. Voilà, il fait un petit résumé de son histoire, il dit qu'il était là avant tout le monde, qu'il a connu les arbres, qu'il a connu la Terre, voilà, on sent que le mec, il est surpuissant. Lui, un petit peu comme dans les livres, il sait qu'il est là depuis le début, mais il sait pas trop qui il est non plus. Franchement, vraiment, vraiment très très agréablement surpris de l'adaptation. La scène où voilà l'étranger se rapproche d'un vieux sol, ça fait forcément penser à une petite scène dans La Fraternité de l'Anneau, dans le premier tome du Seigneur des Anneaux, où ce dernier voilà, il essaie de casser une branche parce qu'il se dit ouais c'est ça, c'est pour mon bâton, ça va être mon bâton de magicien. Il se fait emprisonner par l'arbre, et puis Tom qui arrive et qui a une petite comptine, voilà, qui fredonne un peu, et du coup l'arbre s'ouvre pour laisser sortir l'étranger. Ça fait forcément penser du coup au livre du Seigneur des Anneaux. Voilà, vraiment très très bonne adaptation. On sait que c'est lui qui va entraîner l'étranger, qui lui dit que que l'étranger va avoir un rôle à jouer contre Sauron et contre le mal. Donc est-ce que c'est encore un indice pour nous dire que c'est Gandalf ou le deuxième mage bleu? On ne sait pas. Personnellement, il y a quand même beaucoup d'indices qui nous laissent à penser que c'est Gandalf. Mais je sais pas pourquoi. En fait, je sens qu'ils essayent de donner trop d'indices pour nous dire que c'est Gandalf, pour nous faire un petit retournement de situation dans les moments, et pour nous dire en fait tu es telle personne et c'est pas du tout Gandalf, quoi. Mais bon, on verra bien, un mystère. Ils ont dit qu'on le saurait dans cette saison 2. Du coup, les deux hobbits qui, elles, qui ne sont plus avec l'étranger, qui ont survécu du coup après avoir été aspirés par la tornade, et du coup qui tombent sur un autre hobbit. Ce dernier, voilà, il va les ramener. Bon, il y a une mini histoire d'amour qui veulent nous faire naître entre, je sais plus comment elle s'appelle, et l'hobbit sur qui il tombe. Franchement, c'est un petit peu trop tiré à l'eau de rose, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, le mec, le petit hobbit, là, il les amène dans leur village, qui est caché, voilà, ça fait comme un petit peu une sorte de crevasse, voilà, c'est là où ils habitent. Donc, du coup, eux, on comprend qu'ils sont sédentaires, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des trous, voilà, donc ça fait forcément penser des trous dans la terre, à la comté. Et puis le chef, enfin la chef du coup de leur village à eux, elle parle voilà d'une idée un peu comme quoi il y aurait une terre pour les hobbits, les pieds velus, quelque part pleine de verdure, où ils feraient des trous dans de la terre. Ça fait penser à la comté. On sent que la terre qu'il leur est un petit peu promis, c'est la comté. Bon, c'est ce que j'ai pensé. Après, est-ce que c'est ça ou pas? Bon, ça, on pourra peut-être le savoir plus tard. Mais voilà, j'ai trouvé cette partie-là. Ouais, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu plus mou. C'était un petit peu. Ouais, c'est un petit peu long, l'intrigue sur les pieds velus, tout ça. C'est pas du tout les parties les plus intéressantes de cette série, hein. Ensuite, on retrouve du coup la compagnie d'elfes menée par Elrond, tombe du coup sur les squelettes, les cadavres de, de ceux qui étaient censés amener le message à Celebrimbor concernant Halbrand et Sauron. Et donc voilà, ils se sont fait tuer, ils se sont fait tuer par les aides des Galgal. La scène, franchement, où on les voit, elle est vraiment vraiment bien faite. Voilà, franchement, on sent que dans cette série, il y a du budget. Quand il faut mettre voilà, des bons effets spéciaux, c'est vraiment vraiment très très bien fait. Après, voilà, il y a le petit côté horreur, un petit peu qui fait un peu peur, la brume, tout ça, vraiment vraiment cool. Mais je sais pas, je m'attendais à un petit peu plus. Je suis un petit peu quand même déçu, je suis un petit peu resté sur ma faim. Même si c'est bien fait, hein, franchement top. En restant sur du coup cette compagnie d'elfes, ils continuent leur chemin.
Voilà, ils tombent sur une armée d'orques, une armée d'Adar, et ils savent que du coup, ils vont avoir un petit problème pour passer, qu'il faut prévenir Gil-galad. Galadriel choisit de donner l'anneau à Elrond, et de leur dire, voilà, partez, je vais les retenir un petit peu, pour que vous puissiez vous enfuir. Donc Elrond, il accepte, on sent que voilà, ce dernier, il commence à comprendre que l'anneau, enfin les anneaux des elfes ne sont pas forcément corrompus, et qu'ils sont sûrement bénéfiques pour leur peuple. Voilà, donc Galadriel, elle a une petite scène stylée, voilà, un petit peu d'action, un petit peu au ralenti, tout ça. Où elle se bat contre des orques, ça passe plutôt bien. Toujours bien faites, hein, les scènes d'action, franchement, dans cette série, elles sont bien faites. Et puis à la fin, ben, y a Hadar, du coup, qui arrive, qui éteint une des flèches de Galadriel, et qui lui parle en elfique. Donc ça, franchement, lui, Hadar, pour un niveau classe, niveau design, je trouve que c'est vraiment, vraiment des gros points forts de cette série. Dans la saison 1, déjà, avec l'autre acteur, je le trouvais top. Mais limite là, l'acteur, je le trouve encore mieux. Franchement, il joue vraiment, vraiment bien. Et donc, est-ce que, c'est ce que j'avais annoncé déjà dans la toute première vidéo, dans les attentes et théories, est-ce qu'il va y avoir une sorte d'alliance entre Galadriel et Hadar? On ne sait pas trop, sachant qu'on sait que Galadriel sait que Halbrand était Sauron. Est-ce qu'elle va le dire à Hadar, mais vu qu'Hadar a laissé partir Halbrand, il va savoir que c'était Sauron? Est-ce qu'il va... On ne sait pas trop. Je vois bien une petite scène où, ouais, vu qu'il a déjà trahi Sauron, est-ce qu'il va le refaire pour s'allier avec les elfes? Je sais pas, c'est possible, je sais pas, on verra bien. En tout cas, voilà, cette fin d'épisode, après, ça annonce beaucoup plus d'action, potentiellement une grosse bataille pour les épisodes à venir. Donc cet épisode était un petit peu mieux. Et après, vraiment, vraiment, le point fort de cet épisode, c'est la partie avec les Ents. On voit un Ent femme et un Ent homme, du coup. C'était vraiment beau. On a senti une émotion, pas au point, voilà, de pleurer, hein. On a senti quand même une émotion. On a senti que Arundir, connecté à la nature, tout ça, voilà, que quand l'Ente femme, elle lui demande s'il a déjà touché un arbre et que lui, bah, malheureusement, il dit oui, parce que quand il était prisonnier des anges dans la saison 1, il a dû abattre un arbre, ce qu'il voulait pas faire, hein, mais il a dû le faire. Donc l'Ente femme, ça l'énerve et tout, mais lui, voilà, il dit qu'il est désolé dans sa manière de parler. Voilà, on sent qu'il est triste. Voilà, franchement, c'était une super scène. Et puis, donc forcément, voilà, il y a la libération de Théo qui, à la fin de l'épisode 2 ou 3, je sais plus, qui s'était fait capturer donc, par les Ents. Mais voilà, et puis Théo, lui, c'est bon, il fait plus la gueule, il est content. Donc, Arondir qui lui dit que c'est le roi des terres du sud, je sais plus quoi, le roi de Perlargir, je crois. Ah, franchement, j'espère qu'ils vont pas me faire de Théo un Nazgûl. Je le sens gros comme une patate, mais je sens qu'ils vont faire de Théo un Nazgûl. Je sens que lui, plus tard, il va avoir un anneau qui a été fait par Celebrimbor pour les hommes. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. C'est gros, je le sens gros comme une maison. En tout cas, bon voilà, 4 premiers épisodes de cette saison 2 qui sont sortis. Donc la moitié de cette saison déjà, il en reste que 4. J'espère quand même que les prochains épisodes auront plus d'action. Je pense, de toute manière, voilà, même avec les bandes annonces, il y a une grosse bataille qui nous a été teasée en Erigon. Je pense qu'elle arrivera probablement dans l'épisode 6. Je vois bien dans l'épisode 6. Après, voilà, on verra. Franchement, plutôt content quand même de cette saison 2. Ça démarre mieux que la saison 1. Toujours aussi bien réalisé visuellement, voilà. Les musiques et tout, vraiment top. Nickel. Puis voilà, j'espère un petit peu plus d'action maintenant. Je pense que voilà, il y a eu quand même beaucoup d'histoires voilà, qui ont avancé. Les intrigues ont pas mal avancé. Mais voilà, maintenant on attend un peu plus d'action. Puis de toute manière, je réagirai aussi. Je vous ferai une autre petite vidéo sur les 4 derniers épisodes. À part si vraiment il y a un épisode qui est vraiment exceptionnel, peut-être que je ferai une vidéo que sur un épisode. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.